Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 10 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les matières et les minerais précieux, les cours étrangers, notamment en Chine. Et on fera un petit point sur le CAC 40 et quelques actions du CAC, notamment les plus pertinentes. Et puis on va voir que Bernard Arnault, le patron d'LVMH, rachète Paris pour en faire un club de foot de premier niveau. Et on va voir ce que ça peut impacter, à quel point ça peut impacter peut-être les résultats de LVMH. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les marchés étrangers, notamment en Chine, on l'avait dit, hein, après l'euphorie, il y a un petit retour à la moyenne qui a été amplifié par le fait que les détails sur le plan de relance chinois étaient pas si détaillés que ça, donc ça retombe un peu, mais il y a peu de chances que ça retombe à zéro. Donc, on était parti de très bas sur le CSI 300. On a gagné près de 55%. Et là, on est à peu près à la moitié, à plus 23. Donc, on voit que c'est un niveau plutôt logique de revenir essayer de construire sur ces niveaux-là et puis après de repartir. Donc, sur les actions chinoises aussi, ça peut être intéressant sur les actions long terme, notamment, qui, par exemple, ont aussi bondi et ont corrigé assez fortement. Ça peut être intéressant de re-rentrer peut-être en plusieurs fois maintenant, parce qu'on a déjà une décote qui est importante par rapport au plus haut de lundi dernier, notamment au niveau du Dow Jones. Le Dow Jones est toujours sur ses plus hauts, donc plutôt intéressant. Ça continue et ça continue parce que l'inflation est toujours là parce on l'a dit dernièrement, le marché de l'emploi est tellement fort aux États-Unis qu'il y a presque trop d'argent, donc l'inflation continue. Ça n'aide pas trop les actions sur certains secteurs, mais ça montre quand même la force et la résilience du marché. On préfère quand même avoir ça qu'avoir une récession et un marché à haut tapis. L'IPC, l'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation, est revenu à plus 0,2 en mensuel et plus 2,4 en annuel. Donc on est encore au-dessus des 2%. Et IPC Core, c'est la même chose, mais hors éléments volatiles comme notamment le tabac et l'énergie. Ça a augmenté de 0,3% en mensuel et de 3,3% en annuel. Donc là aussi, on voit qu'on est encore sur des niveaux un peu trop élevés et l'inflation a du mal à descendre. C'est pour ça que la prochaine réunion de Jérôme Powell, on n'aura peut-être pas de baisse des taux. Finalement, il va peut-être prendre son temps. Alors on verra s'il fera 0,25 ou pas. Mais ça met pas trop une pièce dans la machine pour descendre les taux rapidement parce que l'inflation est toujours là et un peu trop importante. Le CAC 40 ne fait rien. On l'a dit, les résultats ils vont arriver probablement la semaine prochaine. Alors il y a je crois qu'il y a des banques américaines demain. Et puis à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir pas mal, on en reparlera, de pas mal de résultats d'un peu tout le monde. Ça va se mettre en place. Donc ces premiers résultats-là vont être importants pour voir, pour s'ajuster justement sur le troisième trimestre. Est-ce qu'on va avoir peut-être des résultats un peu meilleurs que prévu ou finalement des profit warnings comme on a vu dans le secteur auto, le secteur auto qui a mis profit warning sur profit warning, sauf Renault quasiment, mais quasiment tous les autres ont balancé des profit warnings. Donc attention. Et ça va donner quand même une indication sur la suite, la première semaine notamment, voir un peu les secteurs qui fonctionnent, les boîtes qui fonctionnent et éventuellement ceux qui ont du mal. Donc là, on est en attente. Ça va certainement bien bouger la semaine prochaine. Donc a priori, d'ici là, il n'y aura pas grand-chose de passionnant. On va regarder le CAC 40 et puis oui, on va commencer par LVMH. Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui décide d'investir dans Paris. Alors c'est pas le PSG, c'est le Paris FC, qui est actuellement en deuxième division et il va racheter le club. Et il en sera bientôt, alors pas l'unique propriétaire, parce qu'il y a encore l'ancien propriétaire qui est, je crois que c'est à hauteur de 15%. Il va y avoir Red Bull aux alentours de 15%. Et quelques années après, ça doit être 2027, l'actuel propriétaire va vendre ses parts à Bernard Arnault, qui aura près de 85% du club, rien que pour lui. Le problème, c'est que dans le football, pour faire de l'argent, il y en a beaucoup qui essayent.
Et il y en a beaucoup qui se cassent les dents aussi. On l'a vu avec le Qatar. Alors le Qatar, c'est autre chose. C'est pas pour faire de l'argent, hein, c'est du soft power. C'est notamment pour. C'est un pays en plus qui est derrière. C'est pas une entreprise. Donc c'est des objectifs qui sont complètement différents. Alors pour Bernard Arnault et sa famille, il a mis ses enfants, hein, notamment ses filles et ses fils, à la tête aussi de l'entreprise. Euh, on imagine mal que ce soit pour la même chose que le Paris Saint-Germain, à savoir se servir de la vitrine du Paris FC pour avoir un poids. Il l'a déjà tellement avec LVMH. Alors, est-ce qu'il va essayer de développer ce club pour arriver à un niveau tel qu'à la revente, il puisse faire une belle opération? Généralement, alors sur les divisions les plus basses, c'est les deuxièmes, quelques dizaines de millions, ça peut suffire par an. Mais quand vous montez, après, c'est plutôt quelques centaines de millions de budget, même s'il y a un financement qui est fait par d'autres partenaires. Généralement, il faut mettre au pot quelques années au moins au démarrage pour essayer de faire quelque chose. Et vous avez plus de chances de perdre de l'argent qu'autre chose. Donc ça, c'est un peu surprenant, hein, de voir Bernard Arnault. Alors, il sera aidé avec la division Red Bull, hein, qui a déjà quelques clubs, hein. Il y avait notamment Salzbourg, je crois, et d'autres clubs, il y a quelques-uns. Pour la partie technique, mais oui, ça va coûter de l'argent sur les premières années. Et avant d'avoir un retour sur investissement sur un club de foot, même si il y a les droits de TV qui sont toujours relativement importants, euh, alors en France, ils sont assez misérables. Euh, Être capable de monter un club de la deuxième division à la première et après de lui faire jouer la Coupe d'Europe pour avoir ces droits TV qui là vont rapporter de l'argent, en plus d'éventuels transferts, ça va mettre du temps. Donc à quel point LVMH va être handicapé par ça? Alors ça reste quand même tellement plus gros pour le moment que ça devrait pas impacter énormément, mais petit à petit, s'il y a des déceptions au fur et à mesure, ça risque d'être compliqué. Donc moi, c'est un pari que je trouve assez surprenant déjà parce que il y a peu de gens qui réussissent. Il faut mettre énormément de moyens. Même la famille, pas Arnaud, mais à Rennes, c'est la famille Pinault qui a le stade de Rennes. Ils mettent pas mal d'argent et on voit que le club a toujours un peu de mal à exister. Donc voilà, hein, pour LVMH, c'est un peu à contre-courant, hein, mais pourquoi pas. Alors il y a le côté positif, c'est un club parisien, donc la capitale. Être capable aussi de rivaliser avec Paris, parce que c'est une particularité aussi en France, hein. Il n'y a qu'un seul gros club, alors qu'on regarde dans les autres pays. La capitale, notamment économique et pouvoir, hein, on a souvent plusieurs entités. Là, c'est pas le cas, donc ce sera peut-être, hein, le cas pour le Paris FC, mais ça risque de mettre beaucoup de temps. Et c'est généralement très compliqué. Donc LVMH qui va s'investir dans le football, on va voir ce que ça va rapporter prochainement, mais dans un premier temps, ça va coûter de l'argent et handicaper les résultats de LVMH. Ça, c'est une quasi-certitude. Au niveau des résultats des graphiques dernièrement, le luxe qui a explosé avec la Chine, qui a rebaissé, et on le voit, c'est comme sur le CSI 300, hein, on a gagné hop, 19% et on a rendu à peu près la moitié, hop, 8-9%, et puis là on est en train de consolider au-dessus. Donc là aussi, pour le plutôt le long terme, ça me semble intéressant de repartir peut-être en plusieurs fois. Donc une première partie de taille de position ici sur du luxe qui est plutôt intéressant comme LVMH. Alors il y avait aussi Christian Dior qui était pas mal. Ils sont où? Ils sont là. Christian Dior, ils ont fait la même chose, hein. Eux aussi, ils ont un gap qu'ils n'ont toujours pas comblé. Donc on le voit, hein, la grosse explosion, la consolidation, puis la baisse de volatilité avec toujours le gap existant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on va voir Hermès. C'est la même chose. Hop, explosion, le gap, la consolidation. Et puis on garde quand même ce gap existant. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Sur Hermès, ça donne plus envie d'investir quand même, hein. C'est quand même beaucoup mieux, même si on a ce gros échec qui continue toujours sur les 2226 environ, parce qu'on l'a cassé un peu une journée.
on est quand même sur des bases techniques beaucoup plus solides que les autres entreprises du luxe. On va pas faire Kering, hein. Donc voilà, sur le luxe à moyen terme, avec un marché qui se reprend peut-être, ça peut être plutôt favorable. Je voulais parler aussi de Legrand Schneider. On avait fait un petit point. Toujours intéressant parce que non seulement la construction devrait repartir, alors peut-être pas sur les chapeaux de roue, mais il va y avoir une partie hein, de construction qui va aider ces deux-là, hein, Legrand et Schneider. Et il y a aussi les data centers, hein, de plus en plus d'argent. Il y a quelques années, ça représentait quasiment rien. Aujourd'hui, je crois que c'est environ 15% sur Legrand. Sur Schneider, ça doit être quasiment la même chose. 15% des revenus qui sont tirés des data centers. Donc c'est quelque chose de relativement nouveau hein, pour les groupes. Legrand et Schneider qui ont mis une partie hein, de leur expertise et de leur métier maintenant là-dedans, de l'économie d'énergie aussi et data center, et ça leur rapporte de plus en plus d'argent. Et là, avec l'essor hein, de l'IA et tout ce qui est technologique, oui, ça va faire remonter les chiffres, les bénéfices, et donc ça peut aider en complément de la construction dont on attend un retour imminent. Donc plutôt très favorable sur Legrand. Et sur Schneider Electric, c'est la même chose. On le voit, hein, c'est pareil, on est sur les plus hauts quasiment. Les 235, échec, 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 frôlé, hop, on le passe, on met un plus haut, on rebondit sur les 235 et on repart. Donc moi j'aime plutôt bien cette config aussi sur Schneider. Là aussi, plutôt moyen long terme. Parce que à court terme, on aime bien prendre un peu les excès, genre quand on est en MACD négative ou le RSI aussi un peu bas, là on voit qu'on est un peu haut. C'est pour ça que pour du court terme, quelques jours ou quelques semaines, ça risque de pas être favorable. Mais oui, sur du moyen long terme, on a un signal assez fort au-dessus des 235. On a des visibilités super bonnes sur les data centers, les serveurs et la construction qui va reprendre. Donc ça me semble plutôt favorable de prendre une des deux ou les deux. Enfin, les deux, ça fait un peu doublon. Mais finalement, moi, je les trouve assez proches, hein, même si vous préférez largement Schneider. Et évidemment, effectivement, la capitalisation hein, de Schneider est beaucoup plus grosse et importante. Ça reste quand même de belles boîtes assez proches. Un petit point sur la plus grosse perf du jour, c'est Engie, plus 1%. Pas vraiment de signification non plus. On voit surtout qu'on arrive à la fin de la consolidation. On le voit au niveau de la MACD. Alors, la possible fin, hein, parce qu'on est à peine revenu dans le territoire négatif. Souvent, pas tout le temps, mais on a cette première partie et puis une deuxième partie. Là, ce qui me fait dire que c'est peut-être terminé, c'est qu'on n'est pas loin de casser l'oblique RSI, qu'on fait une grosse journée à plus 1 et qu'on a levé un support intermédiaire à 15,1 sur lequel on a rebondi. Mais bon, entre les 16 et 16,2 et les 15, c'est un range et il se passe pas grand-chose sur NJ. Donc c'est neutre. On va attendre, je pense, les résultats qui vont nous en dire beaucoup plus quand ils vont arriver. Et un petit point sur Veolia. Veolia pas mal parce que au niveau des rotations sectorielles, tout ce qui est utilities comme Veolia devrait plutôt performer. Alors ça a un profil un peu défensif. Faut pas s'attendre à une envolée du cours, même si on ne sait jamais. Mais a priori, Veolia devrait s'en sortir mieux avec un marché comme ça un peu dégradé et un peu au ralenti par rapport à d'autres périodes. Donc ça peut aussi être une piste d'investissement, même si moi j'aime pas trop les valeurs comme ça un peu trop défensives. Téléperformance qui confirme, hein, on l'avait dit, sous les 93, fallait faire très attention parce on risquait de tout casser à la baisse et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a déjà pris le premier support, elle l'a cassé, elle va peut-être aller ici sur les 77,9, donc on était déjà parti avant. Confirmation, hein, quand on tape trop souvent un support, on va le casser, on va à la baisse, donc c'est trop faible. Et je vais pas faire les valeurs abonnées, je les ferai demain s'il y en a d'autres. Juste un dernier point sur le pétrole.
qui revient à l'équilibre, hein, autour des 80, quasiment 78. Toujours porté, hein, par les... Alors les États-Unis aussi, je crois qu'il y a quelques années, c'était environ 10% de la production de pétrole de la part des Américains. On parle toujours de l'OPEP, hein, et puis des pays du Golfe, mais il faut savoir que les Américains aussi, les États-Unis d'Amérique, produisent du pétrole et aujourd'hui ils sont à près de 20%, je crois, de production mondiale. Il faudrait que je refasse un petit point là-dessus avec des stats. Ça reste un gros producteur quand même, hein, c'est pas anodin, 20%. Donc oui, le pétrole qui revient sur ses niveaux médians finalement, et les résultats qui vont là aussi amplifier, je pense. C'est-à-dire que si on a des résultats un peu décevants, la demande va certainement baisser et le prix du pétrole s'ajuster, mais avec un ajustement qui sera peut-être plus proche des 70-72 que autre chose. Faut pas s'attendre à une cassure très, très faible. Et inversement, les métaux précieux, le palladium, toujours très favorable, hein. On est en phase de retournement long terme. Alors là aussi, ça prend du temps, mais on a mis toutes les étapes, hein, qui sont en cours. Le breakout, ici, début septembre. Le pullback sur moyenne à 200. Et là, on repart et on va initier la tendance long terme sur le palladium. Moi, je suis déjà dessus et je pense que ça va aussi bien fonctionner, hein, comme le cuivre. Le cuivre, j'en parle pas, hein, j'en parle toujours. Du cuivre, ça va repartir avec la Chine aussi. C'est favorable. Et le platine, c'est la même chose. Un peu décevant le platine quand même, qui avait démarré au printemps dernier avec un gros breakout. Il a fait un pullback, il a quasiment tout rendu. Il a du mal à repartir, mais là aussi, c'est dû en grande partie au manque de croissance, hein, des pays et surtout des pays émergents. Pas seulement les gros blocs, mais à la fois la Chine et les autres pays qui ont un peu plus de mal dernièrement. Mais c'est les cycles. Et là, on voit qu'on est en bas de cycle et finalement, on creuse pas vers le bas. On est plutôt prêt à repartir. Donc le jour où la croissance arrive, le cours, il va exploser. Et l'or, bon, on l'avait dit aussi, une petite consolidation. À long terme, il y a rien de grave. À court terme, on pourra peut-être aller chercher, je pense pas les 2483, mais peut-être un peu au-dessus avant de repartir. Ça reste favorable. On n'a toujours pas de signaux négatifs un peu sur l'or, avec beaucoup d'États qui continuent d'acheter de l'or. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les actions aussi que vous voulez, je les ferai vendredi, demain. Et si vous avez des questions en commentaire, hein, sur les actions, la bourse en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!